Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table ronde sur l'encadrement au cycle supérieur. D'abord, je vais vous remercier d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, pour cette table ronde qui porte sur l'encadrement au cycle supérieur, donc les bonnes pratiques en fait, sur l'encadrement. Alors, je me présente, mon nom est Hélène Charrette, je suis conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal et un de mes dossiers, donc, c'est l'encadrement au cycle supérieur. Je suis en compagnie de mon collègue Cristiano Terrien, qui lui aussi est conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire, au CPU, et il est depuis peu docteur en droit, donc il a fait son doctorat en droit. Je suis également avec Nicole Languerrand et Clément Arsenault. Donc, Nicole Languerrand, adjointe à la vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales, et M. Clément Arsenault, directeur et vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales. Donc, ils ont collaboré avec moi pour faire cet atelier, pour monter cet atelier qui donc qui a été monté entre le CPU et qui est une collaboration, pardon, entre le CPU et les ESP. Et bien sûr, nos deux panélistes. Alors, nous avons le grand plaisir et le privilège d'être avec la professeure Danielle Labbé. Alors, professeure agrégée à la Faculté de l'aménagement, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, et récipiendaire, la professeure Labbé, récipiendaire du prix d'excellence en enseignement 2017, encadrement au cycle supérieur, et autrice de livres également, par exemple, j'en nomme deux ici, là, Urban Transition in Hanoi, Huge Challenges Ahead en 2021 et International Handbook of Megacities and Megacity Regions 2020. Et nous sommes également avec le professeur Pierre Noreau, professeur titulaire de la faculté de droit, conférencier également et auteur de livres, dont par exemple la thèse Un guide pour y entrer et s'en sortir, parce qu'il faut à un moment donné s'en sortir en 2016, et sous sa co-direction Devenir professeur en 2019. Alors, bienvenue à nos deux panélistes et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Et merci aux participants d'être là aussi. Alors, un mot sur l'activité aujourd'hui. Donc, voici comment ça va se passer. Donc, je vais poser quelques questions à nos panélistes. Ils vont intervenir, ils vont nous répondre. Il y aura deux moments où vous serez amenés également, vous, chers participants, à poser vos questions, à commenter, à partager des expériences. Donc, vous aurez aussi l'opportunité de parler. Il n'y a pas de problème du tout. La clientèle cible, donc, c'est vraiment les directeurs et directrices de recherche et ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Donc, le webinaire dure 1 heure et quart et il s'inscrit dans une poursuite d'activités. Alors, voyez-vous, en janvier et en mars, on a eu une activité qui portait sur l'encadrement au cycle supérieur, les bonnes pratiques également à mettre de l'avant. On avait eu plus de 130 personnes qui s'étaient inscrites. Et aujourd'hui, cette table ronde, bien, ce sera une occasion pour vous de découvrir d'autres bonnes pratiques d'encadrement mises de l'avant par nos deux panélistes et de réfléchir aussi à ce qui peut être conservé comme bonne pratique une fois cette pandémie terminée. Et on le sait, on s'en va normalement vers la lumière. On a bien hâte. Et aussi réfléchir en quoi cette pandémie, cette situation a peut-être changé au niveau de votre rôle comme directeur et directrice de recherche. Donc, avant de commencer, je vais mettre un petit peu la table, rappeler les enjeux qu'on a eus cette dernière année et demie. Donc, on connaît déjà les enjeux de la formation à distance au niveau de la motivation. On sait déjà qu'en formation à distance, il y a une baisse de motivation, qu'il y a plus d'abandon. Oui, et écoutez, j'entends quelqu'un. Est-ce que c'est possible de, s'il vous plaît, d'éteindre votre micro? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà des problématiques ou des enjeux au niveau de la persévérance. Il y a déjà un sentiment d'isolement quand on est en formation à distance et on note également un manque d'organisation et pas un manque d'organisation, je veux dire, les étudiants qui étudient à distance ont besoin d'être très organisés et de travailler de façon autonome et ce n'est pas toujours le cas.
Et avec déjà les enjeux qu'on rencontre aux études supérieures, donc tout ça va être exacerbé, bien sûr. Donc, ce qu'on a connu aussi, les étudiants nous ont dit dans la dernière année et demie, au niveau de l'encadrement à distance, il y avait des enjeux pour eux. Par exemple, le directeur, la directrice étaient moins disponibles qu'auparavant. Les modalités d'encadrement aussi ont dû être modifiées. Il y avait moins d'échanges riches entre directeurs, directrices et étudiants et étudiantes. Et on note également dans leurs commentaires qu'ils appréciaient quand même la souplesse des modalités d'encadrement à distance. Il y avait des enjeux aussi au niveau des travaux de recherche. Donc, il y avait un ralentissement, un retard dans la collecte de données. Il fallait aussi adapter ces objectifs au projet de recherche, rendre les échéanciers plus flexibles. Et par contre, on peut aussi noter, c'est un point positif, qu'il y avait un effet positif sur la rédaction pour certains. Alors, certains avaient plus de temps pour rédiger leur thèse, par exemple. Il y avait des enjeux aussi, il y a encore des enjeux au niveau des facteurs personnels. Alors, santé psychologique, sentiments exacerbés d'isolement, il y a du stress, de l'anxiété, les étudiants en ont parlé, la motivation qui est diminuée, peu d'interaction. Donc ça, ce sont d'autres enjeux qui s'ajoutaient au niveau des étudiants. Et pour vous aussi, directeur, directrice de recherche, il y avait des enjeux, en fait, pour toute la communauté de l'université et partout à travers le monde au niveau des outils technologiques. Donc, on a tous dû apprendre à utiliser Zoom, Teams et beaucoup d'autres applications, logiciels, etc. Il y a aussi des enjeux que vous avez connus au niveau de l'évaluation des apprentissages. Donc, il y a un enjeu au niveau du plagiat en formation à distance. Alors, il a fallu revoir les évaluations pour éviter cela, utiliser aussi des moyens pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de plagiat. Les relations avec les étudiants étaient un autre enjeu, donc moins de relations informelles. C'est pas la même chose à distance. Comme moi, je vous parle, je regarde la caméra, mais je ne vous vois pas. Si je vous regarde vous dans les yeux, là, je ne vous vois plus. Alors, il y a tout ça hein, qu'on vit. Le soutien offert aux enseignants. Alors, parfois, certains enseignants trouvaient que c'était suffisant, d'autres trouvaient que non, il n'y en avait pas assez. Et l'encadrement des étudiants, qui est aussi un enjeu, on le sait, à distance et c'est ce dont nous allons parler dès maintenant. Donc, après avoir mis la table comme cela, j'inviterai professeur Labbé, je vais commencer avec vous si vous voulez bien. Donc, j'aimerais vous demander quelles seraient, tous les deux en fait, mais Madame Labbé, quelles seraient vos meilleures recommandations pour mieux encadrer les étudiants et les étudiantes tout en se préservant? Alors, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui est là un midi de juin après le trimestre. Je suis ravie là, que vous soyez présents. Puis bien, merci pour l'invitation à participer à la table ronde. Donc, je vous partage mes recommandations, mais vraiment, c'est comment moi j'aborde les choses là, dans le type d'encadrement que je fais avec la clientèle aussi de deuxième cycle, troisième cycle un peu particulière là, que j'encadre moi à la faculté de l'aménagement où on est dans des programmes professionnels. Donc, il y a à la fois des thèses et des mémoires scientifiques, mais aussi beaucoup d'encadrement de travaux dirigés, donc des travaux qui ne mènent pas à un mémoire. Pour moi, ce qui fonctionne le mieux, donc pour répondre à la question, c'est de m'entendre dès le début du processus sur comment on va fonctionner dans l'encadrement. Donc, plutôt qu'avec chaque étudiant, avec chacun des étudiants que j'encadre à peu près une quinzaine d'étudiants doctorat, maîtrise en ce moment. Alors, pendant la pandémie, ça a été aussi de cet ordre-là. Et ce que je fais, moi, c'est de demander à l'étudiant de m'expliquer qu'est-ce qui a bien fonctionné pour lui dans le passé. Est-ce que, parce que ça varie d'un étudiant à l'autre. Il y a des étudiants pour qui avoir un suivi très serré avec des rencontres régulières, on les met au calendrier dès le départ. On dit c'est une fois par mois, c'est une fois ou 2 semaines. On fonctionne en partie par écrit, on fonctionne en personne ou sur Zoom ou Teams. Donc, de regarder ça ensemble dès le début, comment on va fonctionner, puis de s'entendre sur les modalités de l'encadrement. Donc, la fréquence des rencontres, est-ce que c'est des rencontres face à face, comme je disais, quel équilibre entre les rencontres face à face puis des rétroactions sur des travaux écrits ou des échanges courriels. Donc, on planifie complètement ou on y va à la demande. Et ça me permet
autant d'ajuster l'encadrement aux besoins spécifiques des étudiants que de leur dire ma limite à moi est où. Donc, non, ce n'est pas possible de se parler 2 fois par semaine, 2 heures de temps sur Zoom parce que j'encadre 14 autres personnes, que Oui. ça remplirait ma semaine au complet. Donc, il va falloir trouver une autre façon. Donc, ça permet à la fois à l'étudiant de m'expliquer qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour lui, puis on essaie d'y aller dans ce sens-là, mais de poser de mon côté les limites. Est-ce que combien de temps j'ai besoin pour écrire une lettre de recommandation? Combien de jours s'attendent à peu près pour avoir une rétroaction sur un chapitre de thèse? Est-ce que je vais répondre à des courriels la fin de semaine qui me demandent des choses en urgence ou pas? Bon, de placer toutes ces choses-là. Après, on essaye, on fait un bout de chemin avec le système sur lequel on s'est entendu, puis après, on s'ajuste. Pour moi, c'est ça la réponse. Merci. Merci donc de placer aussi vos limites, vos balises et de les faire connaître, aux étudiants. C'est ça, de le faire de part et d'autre, en fait, de se dire Oui. très ouvertement de part et d'autre, bien, moi, ce qui fonctionne bien pour moi, là où je sais que j'avance bien pour l'étudiant, c'est dans ce genre de termes-là ou dans ce genre de structure-là. Puis moi, ça me permet en même temps de dire, bien, de mon côté, ce que je suis capable de faire ou ce qui fonctionne bien pour moi. Mon Oui, oui. expérience aussi, moi, avec d'autres étudiants, c'est que ça aide si on essaie d'aller comme ça. Puis là, on trouve le terrain d'entente ensemble. Donc c'était plus compliqué, à distance que ça l'était, en présence. En fait, ce que ça a impliqué quand on est tombé à distance, c'est de revenir avec les étudiants dans beaucoup de cas, sur la façon dont on avait fait les choses jusque-là. Si l'encadrement avait déjà débuté, si ça faisait 1 an ou 2 quand c'est un doctorant, si ça faisait 6 mois avec un étudiant à la maîtrise, là, il y a eu lieu d'avoir une rencontre où on s'est dit, OK, là, ça va fonctionner différemment, les circonstances sont différentes. Et on va donc remettre sur la table notre fonctionnement, puis on repart sur une Notre nouvelle plan de base. match. Oui, exact. Ouais, On ouais. fait le plan de match dans les nouvelles circonstances. D'accord, monsieur professeur Norour. Alors on vous écoute. Votre micro. Ouais, moi, je n'ai pas trop de trucs, en fait, tu sais, mais je ferais peut-être d'abord les constats de ce qui était observable dans la dernière année, puis là, j'expliquerai les problèmes que ça pose, du moins les exigences que ça implique là, pour la direction de recherche, je pense. Moi, ce qui m'a, en fait, dans les effets liés à la dernière période, là, que bon, c'est plus la pandémie, le COVID, en tout cas, vous devez bien Oui. pour le désigner, là, c'est que il y a un très grand risque pour plusieurs étudiants et étudiantes de se retrouver en dehors de l'attention nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a une Mmh. tension dans la rédaction de thèse et de mémoire. Cette tension-là est absolument essentielle. Tu es obligé d'être un peu au bout sur le bout de tes orteils, comme on dit en anglais, là, de manière, il y a une espèce de qui-vive nécessaire, à la fois parce que pour ramasser ses idées et puis les saisir quand ils passent aussi, puis aussi sur le plan, je dirais, de la discipline d'écriture que ça impose. Et ça, le problème du COVID, c'est venu avec un plus grand risque de lâcher prise. Il y a des lâcher prises qui s'expliquent complètement, là, tu sais, notamment les parents dont ont des jeunes enfants ou ceux qui ont perdu leur job. Là, tu sais, tous les étudiants Oui. qui travaillent dans le domaine de la restauration, tu sais, ils ont Ah perdu. oui. Là, ils ont des problèmes constants, là, et ça vient différer complètement Mmh. l'attention vers d'autres dimensions de la vie. Ça s'explique complètement. Oui, oui, oui. Moi, j'ai une étudiante qui est tombée enceinte, par exemple. C'est venu plus vite que prévu. Le confinement a eu des effets imprévus. Oui. Et donc, ça, c'est des choses qui s'expliquent assez couramment, là. Mais je dirais que pour une autre partie, c'est vraiment la désorganisation ambiante à favoriser cette espèce de lâcher-prise-là, là. Et là, il y a Oui. comme un ressaisissement parce que, bon, il y a un moment, ils perdent, vous savez comment ça fonctionne, c'est qu'à un moment donné, ils perdent le fil du projet. Bien sûr. Ben oui. Et là, à chaque fois qu'ils remettent dedans, ça coûte le prix de transition est très élevé. Et donc, ils sont toujours en train de recommencer. Et puis là, à un moment donné, ils se découragent. Et puis c'est comme ça qu'on laisse souvent le projet, là. Et puis là, on voit comment la direction de thèse ou de mémoire, comment est-ce que c'est. On a une job Important. là-dedans, là. Tu sais, les étudiants qui quittent, il y en a toutes sortes pour de bonnes raisons, là. Il y en a d'autres, c'est parce que justement, ils ne sont pas dans cette tension nécessaire, là. Puis c'est une Oui. partie de notre job. Autre élément, autre caractéristique, c'est la tendance, c'est que toutes les tendances normales et personnelles des individus ont été accentuées dans cette Oui. période-là. C'est-à-dire, la tendance à procrastiner, chez ceux qui ont tendance à procrastiner, elle a été augmentée. Ceux qui ont tendance à surdévelopper les textes, ils ont tendance à surdévelopper encore plus parce que là, ils trouvent le temps de pouvoir le faire.
Et puis, c'est une façon de répondre à une forme d'anxiété. Les maniaques de la systématicité ont rajouté 3-4 notes de bas de page pour chaque page. Donc, il y a eu en fait une accentuation des plis qu'on trouve chez les uns et chez les autres. Les angoissés ont été encore plus angoissés. C'est eux souvent qui demandent qu'on revienne vers eux plus régulièrement. Et puis, tu en as parlé, Daniel, tu sais, puis là, comment est-ce qu'on gère cette relation-là? Ça, c'est... Alors, il faut être un peu stratège. En tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si j'ai beaucoup de recommandations à faire, mais c'est clair que je me suis senti obligé de schématiser davantage mon encadrement. Qui je vois quand, tu sais, de les suivre pour vrai. Ce n'est pas ceux qui sont demandeurs de présence qui me posent tellement de problème. Là, ça, c'est une question de gestion de la communication. Mais c'est beaucoup les autres, ceux qu'on oublie, là, ceux qui se font oublier ou qui, en fait, ont absolument besoin qu'on leur dise que ce qu'ils font, c'est important. Et moi, ça m'a obligé à ça, à courir après, en fait, ceux dont je n'entends pas parler d'habitude, là, mais dont j'entends encore moins parler maintenant. Là. Ah Et oui. donc, c'est pas compliqué faire ça, mais c'est de recréer une régularité. Dans mon cas particulièrement, parce que je suis dans un centre de recherche, beaucoup des étudiants que j'ai, ils ne travaillent pas pour moi, mais ils ont une place dans le centre de recherche, ils ont un petit bureau. Et donc, je ne suis pas obligé de courir après, tu sais, parce qu'on est constamment dans un échange. Mais là, à partir du moment où cette logique-là est cassée, là, c'est-à-dire que je ne peux pas les rencontrer par hasard ou accident Non, c'est à la ça. bibliothèque, ou je ne les rencontrerai pas par accident dans les couloirs. Donc, je suis obligé de courir après. Surtout ceux là, qui ont tendance, ce n'est pas les anxieux, eux, ils viennent naturellement, là, mais c'est ceux qui ont tendance à se cacher ou à procrastiner, ou ceux qui ont tendance à lâcher prise. Eux, c'est moi qui dois absolument aller les rechercher. Là. Je fais absolument et c'est ce que j'ai essayé de faire. Il m'en manque encore un d'ailleurs. J'en ai un qui me manque à l'appel. Et tous les autres, là, j'ai réussi à peu près à garder le lien. Et puis, c'est juste d'éviter, en fait, que ça spinne dans les tendances qu'ils ont. Parce que, tu sais, notamment la tendance à la sursystématisation ou à l'hyperdéveloppement, d'écoute, là, c'est deux autres façons de ne pas finir aussi. Là, tu sais, parce que tu pourrais toujours trouver un auteur que tu n'as pas lu, là, tu sais, le génie qui a pensé à le premier, là, tu sais, un type qui est écrit en 1937, tu dis, bon, on arrête, là. Peux-tu juste citer sur les 20 dernières années, ça va déjà pas trop mal, là, sauf si c'est vraiment des grands, grands penseurs. Mais... Alors, il y a un travail là-dedans d'encadrement qui est un peu différent, je dirais, à cause justement du temps que ça donne, de la liberté que ça donne, autant pour se perdre que pour s'investir. Donc, la communication, c'était un élément essentiel d'aller les rechercher, de trouver des Ça l'est moyens. ça l'est toujours, là, mais c'est juste que là, il y a une dimension de proactivité, je pense que ça nous exige, notamment pour les étudiants qui vont se cacher derrière la COVID, en fait, pour remettre, alors qu'ils sont tout à fait capables de terminer. Hein. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que, professeur Labbé, vous voulez ajouter quelque chose? Oh non, ça complète très bien ce Ça que tu complète. disais, là, qui, moi, est dans des pratiques, disons, plus standards, mais qui ont nécessité une mise à jour quand les conditions ont changé, d'aller récupérer finalement ou remettre, c'est ça, retisser le lien, réouvrir le canal pour prendre le pouls, en fait, puis Oui, pour prendre le pouls. comprendre ce qui se passe aussi, parce que quand on les côtoie pas, quand on côtoie pas les étudiants physiquement dans l'espace, on n'a rien sur lequel se baser pour savoir pourquoi cet étudiant-là ne m'écrit plus depuis 2 mois. Est-ce que c'est parce que ça va super mal sur n'importe lequel des plans que Pierre a nommés, ou est-ce que c'est un étudiant qui, justement, ce temps libre-là, il l'utilise pour faire quelque chose qui est peut-être pas très... pas la meilleure façon d'utiliser son temps, que ce soit de plonger de façon beaucoup trop pointue dans un perfectionnisme extrême du travail ou justement d'avoir perdu le contact avec le travail de thèse ou de mémoire complètement. Mais ces choses-là, on les voit quand on les côtoie physiquement. On a un petit peu... C'est ça. Les conversations de corridor, on se rend compte maintenant à quel point elles nous informent sur l'état des étudiants, sur comment ils vont, comment ils se sentent. Puis on leur pose des questions aussi quand on les croise, hein, comment ça va. Puis là, on a la conversation. Quand on n'a pas ça, il faut le forcer. En fait, il faut la forcer, forcer ces moments, ces occasions de prendre le pouls. Oui, Oui, tout à fait. même c'est un aspect important, ça, c'est que c'est une relation sociale, hein, c'est une relation assez personnalisée, la relation d'encadrement. C'est pas uniquement cérébral. Et puis, conséquemment,
les communications à distance objectivent les relations et puis nous amènent à travailler de façon beaucoup plus pointue sur les sujets qui sont sur la table, alors que dans bien des cas, ce n'est peut-être pas les plus importants. Comme j'ai souvent dit, le meilleur encadreur, c'est celui qui ferme sa gueule. Tu sais, c'est-à-dire pourquoi? Parce que les étudiants arrivent avec des problèmes pour lesquels, généralement, ils ont des solutions qui sont souvent bonnes. Donc, moins tu parles, plus tu vas aider. Tu sais, parce que sinon, ben, tu vas t'embarquer dans ton propre projet intellectuel et puis c'est pas toujours le leur. Donc, le mieux que tu peux faire comme directeur ou directrice de recherche, c'est de les laisser parler. Mhm. Ils sont obligés, quand ils te parlent d'objectiver leurs problèmes, ils le mettent sur la table, puis des fois, en l'objectivant, ils sont obligés de définir leurs problèmes, ils en définissent la solution parce qu'elle est souvent liée. Donc, il y a quelque chose là-dedans, je dirais qu'il faut bien, puis il faut laisser ça aller encore. Tu sais, c'est leurs problèmes, puis leurs solutions qui sont généralement pas trop mal, puis là, il faut apprendre à se fermer. C'est ça qu'on fait en général. Mais derrière tout ça, il y a tout de même une relation qui est de tout autre ordre, qui n'est pas seulement de nature académique. Et ça, cette relation-là, on l'a moins. Là, tu sais, il faut voir ce qui se dit dans un bureau quand on rencontre un étudiant ou une étudiante, là, tu sais, on parle de tout. Là, tout à coup, c'est plus fonctionnel. Tu sais, on se rend compte, il y a quelque chose à régler, on règle, il y a un assèchement de la relation, je dirais, il y a Oui, un appauvrissement de la relation. Or, les oui. dimensions plus je dirais, Plus humaine, plus émotionnelle, plus... ouais, c'est des choses qui font également partie de la démarche. Si on se rappelle, Oui, comme prof nous-mêmes, de la relation qu'on avait avec notre directeur, notre directrice de recherche, c'est des rapports presque filiaux. Et puis, ça reste, même après 30 ans. oui. Donc, c'est la même chose pour eux. Il ne faut pas croire que c'est différent. Non, non, vous avez raison. Écoutez, merci pour cette première question. Là, je vous demanderais, on peut commencer avec vous, professeur Neuro, est-ce qu'il y a des façons de faire que vous allez conserver suite à la pandémie, puis lesquelles? Et lesquelles et pourquoi? Moi, je vais en garder. Je trouve qu'en fait, on a appris à travailler avec Zoom malgré les inconvénients dont je viens de parler. Puis honnêtement, Oui, ça va être d'une grande utilité à l'avenir. Je pense particulièrement aux étudiants à l'étranger. Tu sais, on ne réalise pas toujours que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le moyen de vivre au Québec puis de produire sa thèse en rédigeant dans un pays dont la monnaie est à côté sur le dollar américain. Là, ce que je veux dire, c'est que tu sais, tout le monde n'a pas ces moyens-là. Quand tu non, vas en ben oui, Afrique, si tu viens d'Amérique latine, c'est pas très évident. Des fois, c'est beaucoup mieux de rédiger chez vous. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. J'étais en France, je n'avais pas le moyen de vivre en France vraiment parce qu'à l'époque, le franc était fort et puis le dollar était faible. Donc, j'ai rédigé au Québec, finalement. Et là, ça a été un immense problème, l'absence de communication. Là, faire un téléphone de 2 minutes, ça coûtait 20 non. piastres. Oui, J'avais pas oui, d'argent pour ça. oui, Donc, je dirais Zoom, de ce point de vue-là, ça peut permettre, je pense, à des étudiants qui ne peuvent pas continuer à vivre ici au Québec pour la rédaction, le temps de la rédaction, de pouvoir aller retourner dans les pays d'où ils viennent, puis où le coût de la vie est construit sur d'autres paramètres, et où ils peuvent être accueillis par leur famille, et puis où l'Internet existe. Là, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'étais vice-recteur à l'Agence universitaire de la francophonie. La grande invention de l'agence universitaire pendant des décennies, c'était qu'on avait développé des campus numériques, c'est-à-dire des salles des machines où il y avait l'Internet. Et on en avait un pour chaque université où c'était possible. Et c'était une grande chose, en fait, jusqu'à ce qu'on se rende compte. Les étudiants s'en servaient également pour leur Facebook, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais cela oui. étant, c'était. Mais c'est parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'installation, il n'y avait rien. Là, aujourd'hui, la plupart de mes étudiants qui sont en Afrique ont 2, 3 téléphones, tu sais, c'est-à-dire et puis ça lui coûte moins cher de s'en servir que moi. Donc, il y a réellement, ça existe maintenant. Et moi, je pense qu'il faut absolument compter là-dessus, notamment pour les étudiants qui soit sont à l'étranger, soit ont tendance à s'isoler. En fait, parce que là, c'est une façon, s'ils ne viendront peut-être pas à l'université, parce que maintenant, ils peuvent avoir accès à la bibliothèque de toute façon sur une base numérique, pratiquement. Ah oui, ça amène d'autres problèmes peut-être. Fait que, il faut aussi, eux, je trouve que c'est le même genre. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même situation que l'étudiant étranger. C'est du monde qu'on ne verra pas. Donc, le Zoom, pour moi, ça, c'est vraiment un acquis. Puis on C'est un continue à apport. travailler avec. Je pense que ça va rester. OK. Et vous, professeur Labbé, est-ce qu'il y a des choses donc que vous allez conserver, des façons de faire que vous pensez conserver et pourquoi?
l'utilisation de Zoom, donc ce que Pierre disait, mais pas que pour les étudiants qui s'isolent puis étrangers, mais notamment pour les étudiants au doc qui ont des jeunes enfants pour qui se déplacer pour une rencontre de 3/4 d'heure sur le campus. Dans certains cas, on a des étudiants qui habitent, je ne sais pas moi, à Oka, puis venir prendre le train, puis venir pour une rencontre d'1 heure à l'université, on se rend compte que on arrive très, très bien à faire le travail à distance sur Zoom. Les outils sont devenus... En fait, l'outil est tellement plus performant que ce qu'on avait avant. C'est tellement mieux que Skype. Que ça, c'est sûr que ça va rester, Zoom et Teams. Mais au-delà de ça, sur le plan des façons de faire individuelles, pas grand-chose, mais des réponses collectives qui vont, j'espère, en tout cas, moi, je vais travailler fort pour essayer que ça reste. Donc, chez nous, à la faculté, on a répondu au problème de l'isolement. Oui. Très tôt, au printemps passé, on a commencé à recevoir des courriels d'étudiants qui nous exprimaient leur détresse, dans des situations de difficulté à continuer à rédiger parce que, justement, plus les conditions qui le permettent ou des niveaux d'anxiété très élevés ou de détresse psychologique qui exacerbaient considérablement ce qui est déjà un problème, là, le problème de la période de rédaction où ils sont tout seuls dans leur coin puis perdent peu à peu la raison d'être, là, pourquoi je fais ça, donc, écrire sur mon petit sujet dans mon coin des heures de temps par jour, etc., etc. Donc, on a mis sur pied 3 choses chez nous, mais c'est des réponses collectives. Donc, c'était pas pour mes étudiants spécifiquement. On a créé un séminaire d'un crédit qui est un séminaire de rédaction, mais qui est plus un séminaire de réflexion personnelle sur la rédaction. Comment je rédige, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme façon de s'y prendre pour faire de la rédaction, puis qu'est-ce que je pourrais essayer qui pourrait peut-être m'aider à débloquer ou à rendre plus serein. Une réflexion sur comment je pourrais être un petit peu plus serein dans la rédaction. Donc, ça, c'est tout petit. Hein? Un crédit, c'est 15 heures là, ensemble. Puis, donc, c'est très léger, puis c'est ouvert aux maîtrises, au doctorat. Donc, on fait ça en intensif l'été. On a l'asso étudiante et la bibliothèque de la faculté de l'aménagement nous ont approchés puis on les a soutenus. Ils ont mis sur pied des séances de blitz de rédaction sur Zoom. Donc, c'est sur le modèle de Taisez-vous là, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. En gros, c'est une demi-journée. Il y a quelqu'un qui tient le chrono. On rédige tout le monde ensemble 50 minutes ou 45 minutes d'affilée. On prend un break de 10-15 minutes où on jase, on repart. Puis le fait évidemment, l'émulation, c'est la clé. C'est l'effet de la classe de spinning dans le gym. Là, tu continues à rouler malgré que ça ne te tente plus parce que tout le monde autour le fait. Puis le fait de juste voir qu'en avant de toi, tu as tous tes collègues qui, eux, sont en train de le faire. Quand ça ne te tente plus, puis tu as le goût d'aller faire la vaisselle, tu prends un grand souffle, puis tu reprends ton crayon ou tu reprends ton clavier. Donc, on a fait ça. Donc, ça a continué toute l'année. Puis j'espère qu'on va être capable, nous, de le soutenir institutionnellement, que ça ne repose pas juste sur l'asso étudiante. Parce que comme ailleurs, tu as des fois des initiatives d'asso étudiante géniales, puis elles tiennent sur les personnes qui les ont montées. Puis quand ces personnes-là quittent, elles s'effondrent. Donc, on va essayer de soutenir ça. Et des rencontres 2 fois par mois, des rencontres midi, mais pas de type scientifique. Donc, pour les doctorants maîtrise, mais où on demande aux étudiants de nous raconter une histoire davantage sur leur projet de maîtrise de doc. Donc, par exemple, comment j'en suis venue là? Comment mon parcours professionnel précédent, puis ce que je suis en train de faire maintenant, comment je suis en train d'attacher ça ensemble en vue de ce que je veux faire pour la suite. Dans certains cas, c'est des résultats de recherche. Dans certains cas, c'est des présentations d'état des lieux de projet où les étudiants veulent avoir du feedback, mais quelque chose d'assez informel, quelque chose d'assez convivial, en fait, entre eux. Puis on le fait sur Zoom. Quand la pandémie sera finie, on espère bien pouvoir faire ça sur les fins de journée avec en mode suivi d'un apéro ou quelque chose de plus convivial. Plus convivial, plus agréable. Mais ces 3 activités-là ont permis aux étudiants qui en avaient besoin, et ce n'est pas tous les étudiants qui ont eu besoin d'avoir des moments de rencontre, mais de créer plusieurs types de moments de rencontre pour se retrouver ensemble, pour casser cet isolement-là, puis se rendre compte que tu n'es pas le seul, finalement. Là, je pense que beaucoup d'entre eux, ce qu'ils nous ont dit, ou à bout de ligne, ça a permis de me rendre compte qu'à peu près tout le monde avait quelque chose qui ne fonctionnait plus bien dans les nouvelles circonstances. Donc, je ne suis pas tout seul, ce n'est pas moi le problème. Puis ils se sont partagés, entre eux, finalement, ils se sont partagés leurs trucs puis leurs astuces pour s'en sortir entre eux. Puis, et ça a souvent beaucoup plus, en tout cas dans mon expérience à moi, ça a souvent beaucoup plus d'impact quand les étudiants s'expliquent entre eux. Parce que c'est des pairs, là, ils se parlent entre pairs. Que quand nous, on leur dit, bon, je vais te le dire, ce que tu vas faire, c'est que tu commences à travailler plus le matin, puis donc, on leur dire ou leur suggérer ou leur dire, moi, comment je travaille. Oui, mais pour l'étudiant, toi, tu es le prof. Tu es capable d'écrire facilement. Dans leur tête, parce que tu fais ça depuis longtemps, puis pour toi, ça coule. C'est pas vrai. Sauf que c'est très difficile de défaire l'idée qu'ils ont que pour nous, la rédaction, c'est aussi
quelque chose qui est demandante. Quand c'est entre eux, quand ils s'en parlent entre eux, là, je pense que les conseils ont plus d'écho. Oui, puis ça crée un sentiment d'appartenance aussi entre eux. Ça crée un crée une sentiment collégialité, ça d'appartenance, crée la collaboration. ça crée un effet de cohorte quand il n'y a plus Wow. de grand-chose pour maintenir cet esprit de corps-là, qui est une des choses qui est merveilleuse là, dans l'expérience universitaire, c'est ces effets de cohorte-là. De faire partie d'eux. Oui, puis de rester, puis on reste souvent avec des liens d'amitié forts là, avec les gens avec qui on étudie. Là, ça a été beaucoup plus difficile pour les étudiants de maintenir ou de développer ça. Donc, ces activités-là ont servi à pallier finalement. C'est un format un peu artificiel pour ce que normalement se fait plus quand ils sont entre eux dans les locaux. Ouais. Mais on s'est rendu compte en fait que ça avait de la valeur. C'était pas juste, justement, c'était pas juste un palliatif, c'était peut-être quelque chose à conserver pour la suite. En tant qu'institution, en tant que faculté dans notre cas. Oui, non, j'espère. Je vous souhaite de conserver ça pour vos étudiants et pour vous parce que c'est vraiment de bonnes idées, de bonnes pratiques. Est-ce que, M. Neuraud, vous voulez rajouter? J'irais peut-être dans le même sens, mais pour moi, c'est un immense laboratoire puisque je m'intéresse à la théorie du changement. C'est les conditions qui rendent possible l'innovation dans des systèmes fortement institutionnalisés. Tu sais. Puis, moi, je m'intéresse au travail des cours, les tribunaux, qui sont des milieux complètement ossifiés là, tu sais, depuis des centaines d'années. Mais le même exercice et puis les mêmes référents servent pour étudier le cas de l'université, qui est également une institution canonique là, tu sais, et qui ne peut pas changer facilement. Les contextes de crise créent des... Tu sais, il peut y avoir une fonction structurelle du dérangement, si je peux dire. La désorganisation temporaire et puis le fait que les éléments de notre travail qui généralement s'appuient les uns sur les autres, qui fait qu'on ne peut pas en changer aucun, là. Parce que si tu changes ça, il faut que tu changes ça. Si tu changes ça, ça laisse trop de trouble. Fait que c'est très difficile de changer une seule chose dans une université, dans un département, dans une faculté, si tu ne changes pas tous les autres. Il faut recalibrer, en fait, le travail. Mais c'est possible, ça, uniquement dans une situation de désorganisation, parce que dans le roulement ordinaire d'une institution, d'une organisation, il n'y a aucune bonne raison. Ce n'est pas rationnel de changer quoi que ce soit, parce que ce n'est pas économique. Tu sais, il y a une immense économie à faire toujours la même chose de la même façon. Et puis, c'est très... Max Weber disait quelque part que l'habitude est la condition la plus certaine de la stabilité sociale. Il ne disait pas ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc, si tout le monde continue à faire toujours de la même façon la même chose, il ne se passera peut-être rien, mais en tout cas, chacun sait ce qu'il y a à faire. Et il y a quelque chose de très rassurant. Il y a une immense économie d'énergie là-dedans. Et les choses, par conséquent, ne peuvent pratiquement jamais changer, sauf dans des situations de désorganisation globale. Il se trouve que actuellement, dans ma faculté, on doit réfléchir à l'ajustement de notre programme de doctorat, qui est un programme qui s'est construit un peu morceau par petit bout. Très longtemps, en droit, il n'y avait même pas de scolarité doctorale. Il y a 30 ans, là, ça n'existait pas. Tu sais, comme d'ailleurs, dans la plupart des facultés de droit dans le monde francophone, il n'y a pas de scolarité doctorale. On fait la maîtrise, le master, puis on tombe en thèse. Tu sais, c'est comme ça que ça se fait. Et non en rédaction. Parce que nous, pour répondre aux standards à l'époque de l'université, on a commencé à développer un programme, mais il s'est développé un petit peu, on a rempli les crédits. Puis... Donc, il n'a jamais été pensé globalement. Puis là, tout à coup, il y a cette affaire de COVID. Et là, enfin, on a la possibilité de réfléchir à des façons de faire qui, au lieu de tourner dans nos stats, constater le nombre d'étudiants qui ne terminent pas leur thèse dans ceux qui s'inscrivent a priori. Il y a souvent des bonnes raisons sur le plan personnel pour ça. J'ai déjà fait écrire un texte d'ailleurs dans le passé sur abandonner la thèse. Ça peut être une très bonne idée de commencer la thèse. C'est une aussi bonne idée de décider de ne pas la finir. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais c'est quand même une proportion importante dans l'ensemble de l'université. Oui. Et puis, nous, c'est quand même obligé de prendre acte que dans notre faculté, c'était une proportion importante. Et conséquemment, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ça? Et dans le contexte de désorganisation où on est, mais là, beaucoup de choses sont possibles. Parce que ça crée de la fluidité dans les pratiques et puis dans la relation entre les pratiques. Alors, ça ramène à des choses un petit peu que j'ai dites, puis d'autres que Daniel a soulevées. La première, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec ces moyens-là, puisque l'étudiant au doctorat actuellement, les ports qu'on a ne sont pas au Québec,
Notre majorité, la majorité de nos étudiants, de toute façon, sont des étudiants étrangers qui veulent faire des études en français en Amérique du Nord. Tu sais, c'est un peu inespéré, là. Des gens qui sont dans des pays francophones, quand même 200 millions de locuteurs francophones dans le monde, hein, donc ça fait pas mal de monde. Oui. Que là, il y avait pour nous la possibilité d'élargir considérablement le nombre des inscriptions d'étudiants étrangers parce que ça rendait une chose possible qui autrement nécessite des bourses, exactement ce qui est rare en fait dans le monde, dans les pays en développement, les pays du Sud, etc. Donc, ça ouvre cette possibilité-là parce que la formation à distance, qui est plus que de la formation à distance maintenant, parce que traditionnellement, la formation à distance, c'est de la formation enregistrée. Tu sais, c'est des modules, puis on les ajoute, puis à l'intérieur d'un certain module, puis d'une évaluation à distance des compétences acquises, on donne des accréditations, puis par la suite, on peut assurer une forme de diplomation. Là, c'est en live, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de le faire directement. Et ça, je suis d'accord que c'est pas mal mieux que Skype, là. On est dans un monde très différent et de ce point de vue-là, faire inscrire... J'avais eu des doutes antérieurement, mais je me suis fini par me convaincre par l'expérience que de travailler avec des étudiants qui sont à l'étranger, qui ne sont pas du tout sur le territoire ici, c'est tout à fait possible. Et puis, donc, ça, c'est une possibilité. Je pense que sur le plan de l'activité universitaire, il y a un grand potentiel pour nous sur le développement de l'offre de formation au troisième cycle, en tout cas, vers ces étudiants étrangers. Au deuxième cycle, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour des raisons de nombre. Même au doctorat, il faut évaluer le nombre, hein, parce que là, ça peut faire beaucoup de monde. Quand on a des séminaires à 20, ça se fait. À 30, ça sera moins fonctionnel. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Le deuxième élément, c'est cette idée de collèges doctoraux. Qui existe justement dans le monde francophone en général. Pourquoi on crée des collèges doctoraux, qu'on école des fois des écoles doctorales? C'est parce que les étudiants sont isolés dans leur rédaction. Et donc, de réunir périodiquement les étudiants puis de structurer ça, comme ça a été fait au département d'aménagement, c'est ça vers quoi nous, on va, en tout cas. Puis d'autant plus que là, c'est rendu possible et assez facile même, grâce aux Zoom, parce que personne est obligé de se déplacer. Et là, c'est encore là pour les étudiants étrangers. Puis dernière chose, je dirais, mais là, c'est un détail, mais tout de même, on a fait plusieurs soutenances à distance. On ne pensait jamais que ce serait une chose possible. Je crois personnellement qu'il faut développer une forme de décorum nouveau autour de ça. Parce que la soutenance, c'est la soutenance. Là, des fois, j'ai vu des soutenances, tu disais, ben là, je ne sais pas, il faut se bien un peu. On va peut-être trouver une façon que l'étudiant comprenne que là, il soutient sa thèse, puis c'est important pour nous, puis c'est important pour lui ou pour elle. Bon, il faut que ça soit fait dans un certain cadre. Mais ces décorums-là, je pense qu'on va réussir à les développer. Pas des trucs compliqués, mais juste pour qu'on comprenne bien la sonalité de l'affaire, notamment dans notre tradition à nous, parce qu'on n'en voit jamais ou rarement un étudiant au front soutenir sa thèse s'il n'est pas susceptible de passer. Donc, il faut que ce soit un beau moment d'échange intellectuel, là. Et ça ne peut pas se faire dans n'importe quel cadre où tout le monde, plus ou moins, avachie devant son écran. Donc, il y a comme un travail à faire. Il faut réfléchir un petit peu à ça, là, sans faire de ça un truc trop compliqué, mais c'est à envisager. Donc, je dirais que tout et quoi retenir, etc., bon, ça fait partie des choses, en tout cas, qui sont rendues possibles, puis il faut utiliser ça. En tout cas, c'est une opportunité, c'est ce qui se passe pour revoir les façons de faire, c'est certain. Merci beaucoup. Là, pour les prochaines minutes, nous pourrions prendre des questions ou des commentaires de vous, nos participants. Est-ce que parmi vous, il y aurait des gens qui auraient des questions pour le professeur Noreau ou la professeure Labbé ou qui voudraient partager des situations, Oui. Alors, Monsieur Dufour. Oui, bonjour, je suis professeur à la Faculté de médecine vétérinaire. Une chose, moi, qui est vraiment importante, je trouve, dans mon groupe d'étudiants, c'est les échanges qu'ils ont entre eux aussi. C'est un incubateur d'idées et d'innovation, le fait qu'ils échangent entre eux et ils s'enseignent entre eux aussi d'une certaine manière et répondent à leurs questions entre eux aussi. Est-ce que vous avez eu des solutions ou des idées pour maintenir ce réseau-là, ce tissu social-là entre les étudiants qui est à la fois intellectuel, mais aussi social, évidemment? Oui, alors je vous laisse répondre, professeur Labbé. Oui, moi, il y a une chose que je fais, je l'ai fait en ligne puis je le fais en personne. Je force un petit peu la main à ces échanges-là.
Ça tient un peu, on a des circonstances d'encadrement qui sont variées. Là. Vous, Simon, vous parlez d'un groupe d'étudiants. Il y a des profs qui encadrent 1 ou 2 étudiants au total par année. Ailleurs, c'est comme moi, j'en ai 15. Mais les étudiants de la maîtrise chez nous qui font un projet de nature plus professionnelle, plutôt un essai de fin de maîtrise qu'un mémoire, mais ça peut arriver aussi avec les mémoires, sont souvent finalement à la chasse à un sujet de recherche. Puis une chose que je fais de plus en plus d'année en année, c'est que je les arrime sur un sujet sur lequel j'ai un doctorant ou un postdoc qui travaille déjà. Et je crée une paire, puis des fois, ça finit par être un petit groupe de 2 ou 3 étudiants ensemble, où le doctorant ou le postdoc se retrouve avec un rôle plus de mentor, qui est un apprentissage intéressant pour lui. Et l'étudiant de maîtrise ou les étudiants de maîtrise, puis ça m'est arrivé d'arrimer des bacs, parce que nous, on a des travaux individuels de fin de bac, des genres de thèse honors de fin de bac, vont venir travailler sur un morceau, une thématique un peu parallèle, un élément supplémentaire qui va venir nourrir la réflexion du doctorant ou du postdoc, mais qui forme finalement une équipe. Ils se retrouvent finalement à constituer un petit noyau de chercheurs. Puis ça leur revient à eux. Ce n'est pas moi qui anime cette équipe-là, c'est beaucoup plus le doctorant ou le postdoctorant à qui je passe le flambeau d'animer son équipe. Moi, j'encadre sur le plan du travail scientifique qui se fait, mais donc ils se font des rencontres entre eux, ils s'échangent des textes, as-tu lu ça? J'ai vu passer cet appel de conférence de papier, ça ressemble à ce qu'on fait. Puis ça artificiellement, si je peux dire, ça crée vraiment une structure dans laquelle il y a naturellement beaucoup d'échanges qui vont se faire. Ça ne remplace pas là, le fait que les étudiants du même niveau, je pense, ont besoin de se retrouver entre eux pour échanger, mais ça ajoute, c'est plutôt un ajout. Un ajout, oui. Ouais. Faire se rassembler entre eux, les étudiants hors cours là, pendant la pandémie, puis pas dans des locaux qui partagent. Pour moi, ça a été assez difficile, à part de faire un peu ce que j'ai expliqué qu'on a fait collectivement, c'est-à-dire de leur donner des occasions de se retrouver ensemble, pour écrire ensemble, pour partager ensemble, pour faire un petit cours de formation en rédaction scientifique ensemble. Au-delà de ça, ça a été difficile là, pour moi d'encourager ou de stimuler pendant la pandémie. Les échanges. OK. Merci. Professeur Neuraud, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Beaucoup. Moi, mon profil est un peu différent. J'ai toujours 6-7 étudiants au doc, généralement un étudiant à la maîtrise, pas beaucoup plus parce que je n'arriverais pas à les encadrer tous. Là. Mais en contrepartie, on a des rapports très liés, moi en tout cas dans mon cas, puis je ne suis pas le seul à la faculté, avec beaucoup d'étudiants qui ne sont pas nos étudiants, puis des fois de d'autres universités. Parce qu'ils travaillent sur des sujets ou surtout à partir de méthodes, de questionnements, où ils ont besoin d'une réflexion de nature plus épistémologique sur la structure de la démarche. Pour lequel, des fois, je peux contribuer. Donc, ça crée un réseau assez dense d'étudiants que j'encadre, puis d'autres, je ne les encadre pas, mais en fait, j'ai quand même une fonction à jouer là-dedans. Il y a même des universités qui systématisent ça avec un comité de suivi. À McGill, ils le font, en tout cas en droit. Je suis sur plusieurs de ces comités-là. Là. Donc, ce système-là fait qu'on encadre plus de monde que le nombre d'étudiants qu'on a vraiment. C'est juste pour conclure sur un aspect très accessoire, mais ce que je trouve intéressant dans certaines cohortes d'étudiants, c'est leur capacité à construire une socialité à l'extérieur de l'université. Tu sais, c'est d'aller prendre une bière, c'est d'aller de se recevoir à la maison, etc. Et ça, ça a été rompu complètement par le contexte actuel. Et je pense que ça se fait naturellement, ça va se refaire, je ne suis pas inquiet, mais ça manque parce qu'il y a cette dimension-là qui permet aussi des échanges d'un tout autre type. Les problèmes rencontrés à un certain niveau sont pratiquement toujours les mêmes. Hein? Tu sais, c'est des problèmes d'écriture, c'est des problèmes de méthode, de mesure, c'est des problèmes d'interprétation, c'est des problèmes de référence. C'est des problèmes du travail intellectuel. Donc, je pense que je suis d'accord qu'ils peuvent absolument s'aider, dans certains cas mieux les uns et les autres que ce qu'on peut. Parce que souvent, c'est la question qu'eux posent. Tu ne sais pas toujours la nature réelle de cette question-là, contrairement à ce que tu crois. J'ai une petite histoire là-dessus, juste pour détendre l'atmosphère, mais j'ai travaillé beaucoup sur les questions de séparation, de divorce, etc. Puis là, à un moment donné, souvent, on répond bien au-delà de la demande. Hein? Les étudiants, eux, en fait, leur demande est beaucoup plus basique que la réponse qu'on donne. Puis à un moment donné, on les aide plus. C'est pour ça que c'est aidant entre eux, ça mène. Alors, une fois, c'est une petite fille, là, qui s'en va voir sa mère, puis qui dit « Maman, c'est quoi le sexe? »
Fait que là, elle dit, wow, là, commente les oiseaux, puis tu sais, les fleurs, puis tout le kit, puis là, c'est compliqué, là, tu sais. Après 10-15 minutes où elle dépatouille, elle essaie d'expliquer ce que c'est, elle m'a dit, ben, pourquoi tu poses cette question-là? Ah, elle dit, c'est parce qu'à l'école, ils nous ont passé un formulaire, puis là, c'était marqué sexe. OK. Alors, Oui. je l'indique pour montrer que des fois, la réponse dépasse la question. Il faut être. Puis nous, les profs, ben, c'est notre spécialité. Puis on est toujours emporté parce qu'on vient de lire aussi. Ça, c'est un immense problème. Là, ça nous anime, puis là, on part, puis mais écoute, là, c'est de la bullshit. Il ne faut pas faire ça. Il faut absolument poser la question, comprendre la question au niveau où elle est posée. Elle est souvent beaucoup plus simple que la réponse qu'on donne. On finit. C'est pour ça que je dis, c'est un bon directeur, là, il ferme ta gueule. Il ne faut pas toujours parler trop. Est-ce qu'on peut relancer la question à Simon pour savoir si, de votre côté, vous en avez eu essayé des choses? Oui, bien sûr. Oui, en fait, moi, je suis un peu comme vous, j'ai 7-8 étudiants au PhD, puis j'ai 3 postdocs présentement. Puis donc, ça demande quand même une certaine équipe à manager. Puis, je n'ai pas tellement un système pyramidal où est-ce que je dis à mes postdocs, occupez-vous des étudiants, puis moi, ils me verront à la rencontre annuelle du groupe de recherche. Là. Je n'ai pas été capable de me résoudre à faire quelque chose du genre. Donc, en fait, c'est plutôt très latéral, puis on échange beaucoup ensemble en temps normal. Puis, donc, ce qu'on a mis en place, j'ai espacé un peu les rencontres individuelles parce que ça devenait un peu difficile. Moi, j'avais des rencontres individuelles à chaque semaine avec tout le monde qui étaient prévues d'1 heure et qui finissaient des fois en 2 heures. Puis, donc, je les ai espacées, puis j'ai introduit plutôt des rencontres de laboratoire, si on veut. Je suis épidémiologiste, donc je n'ai pas vraiment un laboratoire, mais ça se transposait bien dans ce que mes collègues en laboratoire font. Où à chaque semaine, il y a 2 étudiants qui sont. On a travaillé sur le format, mais grosso modo, il y a 2 étudiants qui sont en charge de prendre chacun 1 heure de cette rencontre de 2 heures-là et proposer quelque chose, que ce soit une discussion sur un article, que ce soit une présentation de leurs résultats, d'un challenge où ils sont rendus et ils ne savent pas vers où s'en aller, donc des choses comme ça. Ça a quand même été intéressant pour garder une certaine vie sociale et scientifique du groupe. Sinon, une autre chose que j'ai mis en place, on a Microsoft Teams maintenant qui est un obstacle et un outil aussi en même temps, dépendamment de comment on le voit. Puis j'ai créé aussi, on s'est créé un groupe Teams qu'on a nommé Une question, une solution, qui est en fait, quand quelqu'un a une question sur quoi que ce soit, on fait beaucoup de programmation, nous, dans notre cas, au niveau statistique. Donc, je suis bloqué avec ce code-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'essaye de trouver un article sur tel truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Puis, l'imprimante ne fonctionne pas. Est-ce que vous savez comment le régler? Donc, ou Simon, je ne le trouve plus, il est où? C'est vraiment, ça va dans toutes les directions. Puis, ça, j'ai été assez heureux quand même de voir à quel point les étudiants l'utilisent pour toutes sortes de choses. Puis, moi, c'est toujours une de mes craintes aussi, surtout lorsque j'ai des étudiants étrangers aussi qui arrivent, comment ils vont s'intégrer avec le groupe. Est-ce qu'ils vont être tout seuls chez eux? Puis avec aucune ressource, aucun réseau social. Fait qu'après ça, quand je vois les échanges aussi, des fois je peux intervenir, je peux suggérer des choses, mais quand je vois les échanges, puis je vois qu'ils sont en train de se réseauter, puis là-dedans, je vois passer des fois justement des invitations à aller au parc ensemble, puis des choses comme ça, bien là, ça me rassure quand même beaucoup aussi, moi, de mon côté, oui. le papa qui veut être certain que tout le monde aussi est heureux finalement avec leur situation actuelle. Oui, c'est super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires parmi les participants? Alors non, n'hésitez pas, en tout cas, si jamais ça vous vient. Écoutez, alors on va poursuivre. On a une autre question pour nos panélistes. Alors, je vous demanderai ceci. En quoi l'expérience de la dernière année a-t-elle changé votre rôle, vous, comme directeur, directrice? Puis également, qu'est-ce que ça a changé aussi du côté des étudiants et des étudiantes? Alors, je laisserai la parole la professeure Labbé, si vous voulez bien intervenir. Moi, je pense que je manque de recul pour répondre. Puis c'est drôle parce que l'université, en ce moment, nous demande beaucoup de réfléchir à la vie post-pandémie à l'université. Puis j'ai l'impression que dans certains cas, on a été en mode réaction à une crise.
Oui. Une création très, très, très rapide. Puis personnellement, j'ai l'impression que je vais avoir besoin de quelques mois, voire même peut-être une année complète là, avant d'être capable de regarder ça avec calme, avec un certain recul. Qu'est-ce qui dans quelle mesure ça m'a changé comme encadreur? Ma première réponse, ce serait que ça ne m'a pas changé vraiment. Par contre, ça a créé des nouveaux défis. Là, ça, il n'y a aucun doute. Ça a généré une période dans laquelle il y a eu beaucoup de nouveaux défis. Oui, des défis. En fait, le changement le plus frappant pour moi, c'est le nombre et la nature des ajustements successifs. Là. Il y a eu constamment, auprès des différents individus, là, des étudiants que j'ai encadrés, des moments où il a fallu s'ajuster, puis s'ajuster à plein de choses qui se cumulaient en même temps. Là. Un terrain plus accessible parce qu'il est à l'étranger, puis là, il faut se revirer de bord parce que la personne peut... À un moment donné, on a compris que ça allait prendre beaucoup plus que quelques mois là, avant que ces terrains-là. Donc, il fallait trouver un plan, refonder des thèses jusqu'à un certain point pour permettre à un étudiant de finir en rebrassant de façon assez profonde des projets pour pouvoir le réaliser dans des temps plus raisonnables, que ça ne mette pas sur la glace des mémoires ou des thèses pendant un an et demi. Gérer des deuils, les étudiants ont connu, je pense, en tout cas les miens, il y a eu beaucoup de deuils symboliques, là, mais à chaque fois qu'il y a eu un trimestre qui s'annonçait pour être encore en ligne, moi, j'ai eu des étudiants qui avaient la falle basse parce qu'ils pensaient qu'après Noël, ils pensaient qu'à l'automne, ils pensaient que ça n'allait pas être complètement en ligne, pour ceux qui avaient encore des cours. Des deuils de ne pas être capable de déposer à la date où on aurait voulu parce qu'on a été ralenti pour X, Y raison. Et puis souvent, dans ce cas-là, des bonnes raisons, genre avoir ses enfants en bas âge à temps plein à la maison, avec un conjoint qui travaille en même temps à côté. Puis bon, on ne peut plus fonctionner à travailler 8 heures par jour. C'est plus possible là, sur la thèse ou sur le mémoire. Donc, c'est la succession d'ajustements qui ont demandé de s'asseoir puis de dire, bon, OK, c'est quoi, quelles sont les nouvelles circonstances, à quoi on a affaire? Est-ce que c'est un drame ou c'est une inconvénience? Est-ce que c'est un drame ou c'est un irritant? On va essayer de s'éclaircir mutuellement, dire la nature, parce qu'à chaque fois, ça a semblé, je pense que beaucoup d'étudiants ont des gros trucs, alors qu'une fois qu'on en parle, on se rend compte qu'il y a moyen finalement de se revirer de bord. Sans tout jeter à l'eau, sans repartir à zéro complètement, ou c'est pas la fin du monde de retarder de 3 mois ton dépôt. C'est beaucoup d'adaptation. Beaucoup d'adaptation sur plein de plans et qui s'ajoutent. Et une fois que tu penses que tu t'es adapté, il y en est venu d'autres. Donc, pour moi, ça a été une année où ça a appelé à beaucoup d'agilité. Oui, beaucoup d'agilité, puis de se dire, bien, ça fait partie. Apprenons-le pas comme étant, désespérons-nous pas, là, ça fait partie de la donne. Faire une thèse ou un mémoire dans ces deux années-là, ça inclut ça. Bon, on va faire avec. Voyons voir ce qu'on peut faire. C'est beaucoup d'adaptation et beaucoup de plans B auxquels on doit réfléchir. Et c'est des... oui, X peut-être. Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Professeur Neuraud, on vous écoute. Qu'est-ce que ça a pu changer dans ma... Moi, je pense que c'est ce qui manque c'est ce qui manque, je réalise en fait que c'est ce qui manque qui m'oblige à réfléchir sur l'encadrement à l'avenir, mais la dimension notamment de la proximité. Moi, je suis une personne particulièrement cérébrale, je trouve ça très bien, tout seul chez nous, là, c'est le best, là, tu ne peux pas imaginer une meilleure condition personnelle que ça, là, dans mon cas. C'est mieux peut-être pour les autres, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que là, tu réalises à cause de la distance que c'est généralement pas vrai pour les autres. C'est-à-dire que les gens, eux, cette proximité-là compte pour eux. Mm-hmm. Et puis, je trouve que ça, c'est une chose qui est mise en évidence, mais en creux. Tu sais, c'est un contrario, parce qu'on ne l'a pas, cette proximité-là. C'est là qu'on se rend compte qu'elle est importante. Qu'elle était importante, c'est ça. Y compris pour moi, d'une certaine façon. Donc, ça a donc fait ressortir quelque chose qui est implicite ou auquel on ne réfléchit pas, qui est un peu en lien avec ce que j'ai dit, mais je peux en ajouter un peu. C'est clair que faire une thèse de doctorat, ça vaut bien une psychanalyse, là. Et donc, le cheminement dans lequel la personne s'inscrit, c'est un cheminement dont elle ne peut pas toujours facilement se sortir seule. Tu sais, c'est-à-dire que tu peux toujours te questionner, mais à un moment donné, sans que ça soit
une guidance complète t'ouvre des portes, hein, d'une certaine façon. Et je pense que c'est un peu notre travail, c'est juste d'ouvrir des portes. Puis après ça, au niveau où ils sont souvent capables de les emprunter après, puis ils en tirent, ils en font leur profit, si je peux dire. Mais cette question-là, je dirais, de proximité, c'est plutôt elle, en fait, qui m'est apparue comme manquante, là, et puis qui me fait voir la dimension humaine. Et puis la dimension, je dirais, de cheminement dans la thèse, qui est un cheminement qui n'est pas strictement intellectuel. C'est pas ça que je dis des fois, c'est une psychanalyse. C'est un cheminement de construction de soi dans une période de la vie pour la plupart d'entre eux. Moi, j'ai un étudiant au doctorat qui a 70 ans. Bon, lui, tu sais, il fait ça un peu en dilettante, là, puis je trouve que c'est bien de rendre ça possible. Mais les autres, là, à la période où ils sont dans leur vie, ils sont en train de passer leur jeunesse là-dedans. Là. Alors, il faut voir ce que ça veut dire sur le plan de la définition de soi. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension. Et ça m'apparaît, ça interpelle cette dimension-là en creux parce qu'on l'a moins. Puis il y a une dimension de gratuité aussi qui se perd et qui m'emmerde parce que là, il faut prévoir toujours les rencontres. Il faut les minutes, là, parce qu'après ça, ça en est un autre, et puis etc. Et ce minutage, je dirais, des échanges, puis qui est devenu presque nécessaire à cause qu'on est sur les autres comités, puis on est sur des jurés de ci, puis on est, etc. Ce minutage-là fait perdre la dimension de la gratuité du travail, je dirais, intellectuel. Dans le fond, vaut dans la mesure où on ne calcule pas, là, ni le temps, ni l'énergie, ni la force des idées, ni le don de ces idées. Là, et conséquemment, c'est une dimension qui se perd à cause de ce que tout est calibré, que le temps est une mesure qui assèche, en fait, cette action-là. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème et c'est peut-être ce qui me manquerait le plus. Là. Et donc, est-ce que ça va changer? Oui, parce que ça me fait prendre conscience davantage de cette dimension-là qui, dans le cadre normal des échanges, on ne le voit pas, on le voit maintenant parce qu'il n'est plus là. Et c'est ça, je dirais, qui pourrait changer ma conception de l'encadrement. Ouais. C'est comme une hyper-organisation aussi? C'est vrai que ça surschématise, mais en même temps, des fois, ces schémas-là, je l'ai dit, moi, j'en ai besoin maintenant pour m'assurer que je ne perds pas aucun de mes petits canards à la patte cassée. C'est ceux que je vais perdre là, si je ne m'en occupe pas directement, si je ne les interpelle pas. Mais je dirais bizarrement, je suis en train de travailler actuellement sur un projet sur le port des caméras par les policiers. On va dire quel rapport? En fait, c'est un très grand rapport parce qu'il y a des dimensions techniques importantes et ça modifie une partie du travail policier, là, et il y a un aspect très technique là-dedans, hein, parce que c'est des caméras, des appareils, etc., etc. Et en fait, les études qui ont été menées jusqu'ici là-dessus tendent à démontrer qu'on intègre en fait cette dimension-là plus technique, plus mécanique, et qu'à un moment donné, elle finit par plus faire vraiment de différence. Que ce qui compte, c'est la nature de la relation entre le policier, les citoyens, les policiers. C'est ça, en fait. Parce que cet aspect-là, et je crois qu'on a dépassé le stade de la complication technique. On s'est fait à ça. Ça fait partie d'eux, là, maintenant. Oui, puis ça me réjouit, moi, je pense, parce qu'on vient d'élargir, en fait, nos outils, là, tu sais, et puis quand on va revenir, ça va faire partie des choses qui vont encore être utilisées. Oui. Oui, très intéressant, merci. Est-ce que, professeur Labbé, vous avez autre chose à ajouter pour cette question? Alors, écoutez, on prendrait encore des questions. Est-ce que parmi vous, parmi les participants, il y aurait des questions, des commentaires? Vous pouvez lever la main ou prendre le micro. OK, donc il n'y en a pas pour l'instant. Alors, moi, j'aurais une question à vous poser. Il y en a une. Je vois Sylvie. Ah, OK, allez-y, excusez-moi. On vous écoute. Bonjour. Le point que j'aimerais faire, ce serait qu'est-ce qu'on a appris de positif par rapport à la pandémie? Ça a déjà été discuté un peu, mais je vais juste vous donner quelques exemples en rapport avec mon travail à moi. Donc, je suis responsable des études supérieures à la faculté de pharmacie. Et puis, c'est ça, c'est qu'habituellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on organisait en présence, évidemment, comme 2 activités par année
pour l'ensemble des étudiants aux études supérieures, où ils pouvaient présenter leurs travaux de recherche. Et l'été, c'était plus de se pratiquer comme leur thèse en 180 secondes, des choses comme ça. On faisait ça, mais tu sais, 2 fois par année. Et là, avec la pandémie, bien, c'est comme on a été forcés justement pour garder un plus grand contact avec les étudiants, d'être plus créatifs. Et je vous dirais que, vous savez, c'est sûr, je pense que dans toutes les facultés, on organise des séminaires avec des professeurs invités. Je veux dire, on avait de la difficulté parfois à avoir 10 personnes dans la salle. Tandis que là, on est monté à 50 assez facilement avec le Zoom, avec finalement la personne qui présente pouvait être soit à Montréal ou ailleurs, en fait, à Alberta ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose comme que j'aimerais qu'on conserve. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir aucune conférence en présence, mais peut-être que d'avoir en présence et aussi à distance, parce qu'on a plusieurs étudiants aux études supérieures qui sont dans des centres affiliés, des centres hospitaliers affiliés, et donc ils ne se déplacent pas à l'université pour une conférence. Ce que ça nous a permis de réaliser, c'est que vraiment, il a fallu essayer d'aller chercher des idées pour faire plus d'activités avec les étudiants via Zoom, l'ensemble des étudiants. Comme par exemple, j'ai proposé une activité d'argumentaire éclair ou elevator pitch là, en anglais. Et finalement, les étudiants embarquaient au début, les professeurs, mais finalement, ils ont aimé l'expérience. Et on associe toujours ce genre d'activité-là avec un prix, tout ça. Mais je pense que maintenant, en post-pandémie, il faudrait refaire ce genre d'activité-là. Et ce que je conserve, c'est en faire plus parce que j'ai vu vraiment qu'on se rapprochait puis qu'on allait de cette façon-là plus aller chercher les étudiants qui peut-être avaient certains problèmes que sinon ils seraient passés plus aperçus parce que supposons qu'ils ne participaient pas, bien là, je pouvais peut-être communiquer avec eux pour m'informer ou c'est juste parce que ça ne leur convenait pas l'horaire ou bon. Oui. Ça que je veux dire, c'est qu'on a appris de la pandémie. Il faut revenir en présence, puis il y a des belles qualités à la présence, ça c'est évident. C'est un autre type d'échange. Mais je pense avoir une formule qui permettrait les deux pour faire participer plus de gens qui ne sont pas nécessairement sur le campus. Puis on en a quand même un nombre relativement important à la faculté. Comme du multimodal, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Ça serait du multimodal. Ça serait du multimodal dans ce cas-là, mais essayer de prévoir ce genre d'activité-là. Oui. En tout cas, cette pandémie, certains, pour tout le monde, ça nous a fait travailler les ménages, à trouver toutes sortes d'idées par rapport aux problèmes qu'on rencontrait et qui maintenant peuvent aussi, ces idées peuvent continuer à vivre, c'est certain. Merci de votre commentaire. Merci beaucoup, Madame Marleau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Alors, écoutez, moi, je vous poserai cette question, puis après ça, je vais vous montrer, on a 2 ressources à vous partager. Je vous poserai cette question. Qu'est-ce qui, aux participants et à vous, panélistes, qu'est-ce qui vous aiderait à mieux encadrer? Qu'est-ce qui faciliterait votre travail? De quoi auriez-vous besoin en ce moment? Est-ce que vous voulez une réponse honnête? Oui! Toujours! Ça va être une réponse plate à entendre, ça aide personne, mais dans mon monde à moi, ce qui m'aiderait, c'est qu'il y ait un peu plus de profs. Qu'il y ait plus de profs. Qu'on remplace les gens qui partent à la retraite de façon systématique, de telle sorte, parce qu'on augmente, on pousse très fort là, pour soit maintenir les nombres d'étudiants qu'on prend au cycle supérieur à l'UDM, puis même on sent que ça pousse parce que c'est payant à recevoir des maîtrises puis des doctorats pour l'université, plus que des bacs là, par tête de pipe. Donc, ça pousse fort pour avoir des plus grosses cohortes, pour aller chercher des plus grands nombres d'étudiants, doctorats et maîtrises. Et ça ne s'accompagne pas avec un effort, ou en tout cas où les efforts ne rapportent pas suffisamment pour aller chercher des ressources professorales. Parce que c'est, en bout de ligne, c'est tout ce dont on a parlé maintenant dans la dernière heure, c'est des efforts
d'individus profs, avec parfois le soutien d'équipes, de personnel de faculté ou d'unité qui mettent en place des activités ou qui les font eux-mêmes directement avec les étudiants qu'ils encadrent. Puis notre capacité à en faire de ça, de tout ça, là, ben, c'est à un moment donné, c'est le nombre d'heures qu'on a dans la semaine puis le nombre d'étudiants qu'on prend en charge. Donc, avoir un petit peu plus de profs ou maintenir les nombres de profs qu'on a, parce que ce n'est pas les chargés de cours qui font ce travail-là, ils les encadrent pas. Ben, pour moi, c'est ça la clé. Si on veut offrir de l'encadrement de très haute qualité, il faut qu'on se donne les ressources, puis les ressources, c'est les profs. Tout à fait. Merci, professeur Noreau. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Ce qui m'aiderait le plus, moi, c'est qu'on actuellement, on a des conseillers pédagogiques au niveau de la faculté des études supérieures, mais on n'en a pas nécessairement fac par fac. Nous, on a des gens qui nous aident, là, mais quelqu'un c'est sa job, là, tu sais, de nous aider et peut-être aussi d'organiser un peu cette animation-là. Donc, ça rejoint ce que Daniel dit. Ça pourrait nous aider. Donc, des rapports de proximité peut-être plus grands entre nous, les profs, là, puis la personne qui dit, bon, là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, puis qui n'attendent pas qu'on aille leur demander, qu'ils soient un peu plus proactifs là-dedans que dans d'autres cas. Je pense que c'est... et ça prouve en fait que ça fait forcément le produit d'un travail collectif, mais c'est le cas aussi du travail intellectuel en général. C'est la face cachée. Évidemment, notre travail à nous, c'est de créer l'autonomie intellectuelle des étudiants qu'on encadre et des étudiantes qu'on encadre. C'est ça notre but, mais c'est un but, mais en même temps, c'est une utopie, hein, parce qu'en fait, on pense avec les idées, les mots des autres, avec la langue qu'on n'a pas inventée, avec les catégories d'analyse ou les théories de référence qu'on n'a pas créées. Et conséquemment, en fait, on se rend compte que le travail intellectuel est un travail collectif, que l'utopie de l'autonomie intellectuelle parfaite, là, à part du cas un peu particulier de Spinoza, sans doute, là, et encore, c'est une utopie il faut la poursuivre, chacun pour soi-même, mais il faut comprendre que le travail intellectuel est collectif et que ces animations-là font partie de ça. Sont les témoins, en fait, de cette dimension collective de la connaissance et de la production de connaissances nouvelles, et qu'en fait, l'autonomie, c'est l'exercice qu'on fait chacun pour soi dans notre rapport à d'autres qui, en fait, cherchent la même chose que nous. Très bien, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Écoutez, là, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer, pour terminer, on a produit 2 ressources qui sont en ligne. Cristiano a mis les liens dans le clavardage. Alors, ça ne sera pas long. OK, donc vous voyez mon écran. Alors, premièrement, il y a ce document, qui a été produit en collaboration avec les ESP, donc le CPU et les ESP. Okay, alors, c'est un document que je vais présenter aux 2 activités que nous avons eues en janvier et en mars. Alors, c'est un document qui rassemble un ensemble de ressources pour vous aider à mieux encadrer au cycle supérieur. Donc, vous avez des documents, vous avez des ressources sur le site des ESP, donc il y a les liens dans le document même. Vous avez également des ressources qui ont été produites au Centre de pédagogie, par le Centre de pédagogie universitaire. Alors, on parle d'accompagner, il y a une infographie sur l'accompagnement et l'encadrement des étudiants, les essentiels pour une séance synchrone, évaluer à distance, encadrer de façon générale les étudiants à distance, etc. Il y a des ressources pour la santé physique et mentale, services aux employés, aux étudiants, soutien à l'apprentissage également, regorge de bonnes ressources. Ici, services d'accompagnement en soutien à l'apprentissage et en soutien à la recherche des bibliothèques, emploi et réseautage. Et vous avez aussi d'autres ressources qui proviennent de l'OBNL Taisez-vous. Alors voilà, c'est sur le site du CPU et sur le site des ESP. Et ce document ici qui est nouveau, c'est donc les bonnes pratiques que les participants nous ont soumises lors des ateliers donc, de janvier et mars, mais également des bonnes pratiques qui proviennent d'auteurs et de recherches qui ont été faites donc, pour encadrer les étudiants à distance. Donc,
Voici, on parlait, j'ai perdu le contact avec mes étudiants, alors quoi faire? Mes étudiants se sentent isolés, qu'est-ce que je peux faire? Mes étudiants ont moins de repères, ils sont seuls face à la tâche. Qu'est-ce que je peux faire comme directeur? Comment mieux les superviser à distance? Ensuite, par rapport aux activités scientifiques et à la vie académique qui sont au ralenti, comment on peut gérer ça? Vous, comme directeur, directrice, je ne maîtrise pas vraiment la formation à distance et les technologies. Bon, maintenant, on pense que ça va quand même pas mal mieux, mais il y a quand même du soutien qui peut être offert à ce niveau-là. J'en ai trop à faire, j'ai du mal à m'organiser, je me sens isolée, je veux préserver ma santé mentale et mon bien-être et je suis un nouveau professeur ou une nouvelle professeure. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Alors, ce sont deux ressources pour vous. On va vous les envoyer par courriel également. Donc, on a vos courriels, donc vous pourrez les avoir éventuellement. Ou vous allez sur les sites, comme je vous ai mentionné. Alors, voilà. Je passerai maintenant, nous avons terminé notre heure et quart, ou presque. Je passerai la parole maintenant à M. Arsenault. Merci beaucoup, Hélène. Alors, il y a plusieurs remerciements qui sont dans le fil de discussion. Alors, merci à nos panélistes. Moi, je tiens à remercier au nom des études supérieures et postdoctorales nos deux panélistes qui ont très gentiment accepté notre invitation à participer à cette table ronde. Je crois que c'était très motivant intellectuellement et puis je pense que ça a été fort utile pour beaucoup de gens. Alors, merci à vous deux.